Arrivé au terme de cette série d'entretiens, les questions qui se posent sont celles de l'aboutissement de vos années de recherche en psychanalyse par des investissements concrets. Pouvez-vous nous parler du monde des avatars? Vous avez participé à Second Life en reproduisant le cabinet de Freud sous le pseudo Dr Anterntol. Et puis, vous avez aussi fait plusieurs vidéos sous ce pseudonyme qui résument vos recherches et vos apports pour la psychanalyse. Donc, quelles peuvent être les répercussions de ce monde des avatars sur le psychisme? Pour les personnes qui verraient d'autres vidéos, elles seraient certainement intéressées de savoir pourquoi est-ce que mon visage a un peu changé. Est-ce que c'est le fameux Botox ou est-ce que c'est un avatar qui est venu prendre la parole? En fait, ce sont la suite d'une opération banale et courante de dentisterie, et ce qui laisse comme ça un peu la tête un peu enflée comme ça pendant quelques jours. Alors, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui explique cela. Et pour répondre à cette question de l'importance du monde virtuel sur le psychisme, il y a me semble-t-il, deux grands domaines, de grandes questions, de grands facteurs. Le premier facteur, c'est le fait que l'on puisse se voir dans le monde virtuel, ce qu'on appelle en troisième personne. On peut aussi se voir en seconde personne, en première personne, c'est-à-dire qu'on peut voir le monde virtuel à partir, comme si on était en voiture, on voit où on va, on peut voir ce que l'autre voit de nous en seconde personne, mais on peut aussi se voir tout à fait d'une manière comme un hologramme. On peut tourner autour de sa propre image. On se voit en 3D, on se voit comme un objet. Et on sait que une phase très importante du développement de la psychologie humaine, c'est ce qu'on appelle le stade du miroir, c'est-à-dire la reconnaissance de soi-même dans l'image, dans le miroir, et qui ne cause pas simplement une identification subjective ou nominale, mais qui coordonne aussi les phénomènes, les inscriptions neurologiques de l'image du corps. Et de sorte que vivre ou percevoir son image en 3D occasionne une perception nouvelle que le cerveau va intégrer avec un grand nombre d'autres facteurs, d'autres éléments par rapport à l'image en 2 dimensions, voire en plan comme ça du miroir. Et par conséquent, il va y avoir au moins un progrès, un développement de la subjectivité de la personne humaine. Par cette acquisition donc d'une image en 3D ou d'expérience ou de code en fait, de code de repères spatiaux dans le domaine psychique. La seconde chose très importante dans
dans la réalité virtuelle ne dépend pas directement de la réalité virtuelle, elle dépend d'un phénomène parallèle dont on a parlé précédemment, qui est le développement de la génétique parmi les sciences. On connaît bien, et on en a parlé, mais on connaît bien le fait que l'on puisse analyser la génétique, analyser le génome, que l'on puisse le stocker et éventuellement même qu'on puisse le reproduire dans ce qu'on appelle des clones. Une chose qui doit être comptée parce que on sait que ça va probablement arriver, donc on doit le compter psychiquement, psychologiquement comme quelque chose de déjà objectif, c'est le fait que ces avatars, les images 3D, les personnages qui actuellement sont habillés comme des poupées, comme des marionnettes, mais ces avatars vont pouvoir être programmés à partir de notre code génétique. C'est-à-dire que ce qui est par exemple interdit de faire, c'est-à-dire des clones biologiques, va pouvoir être fait, ou de manière très, très semblable, dans le monde virtuel, c'est-à-dire qu'avec un code génétique, on va reproduire, l'informatique va reproduire un personnage en 3 dimensions qui va être, que la machine va confectionner à partir des coordonnées du génome. On peut presque le comparer à un clone du monde biologique. Cependant, là, ce clone-là sera dans un monde, il ne sera pas vivant. Il sera, enfin, à ce que l'on connaît ou ce que l'on estime aujourd'hui de définition de la vie. Il participera comme une image à l'expérience de la vie, de la personne vivante ou de la vie en général. Mais évidemment, le fait de pouvoir générer par intelligence artificielle d'abord par ordinateur, de pouvoir générer des reproductions, des formes, des images 3 dimensions programmées par l'ADN, et puis ensuite de charger, de surprogrammer ces avatars par la mémoire biographique ou par les expériences de vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle ça les appoints techniques ou le total recall qu'on connaît habituellement. Cela va évidemment provoquer une sorte de déflagration psychique qui va redoubler le simple fait de cette perception neurologique de soi-même en 3 dimensions. Et donc, ce cabinet du docteur Freud que vous avez reproduit en 3D sur ce Second Life a connu un certain succès. Vous avez eu des personnes qui sont venues aussi en psychanalyse, avatar psychanalyste, avatar patient. C'est vrai, mais il y en a eu à peu près aussi peu que du CMPP dont nous parlions, c'est-à-dire de ces préservations de génomes individuels. De sorte qu'effectivement, on peut comptabiliser cela comme un certain succès, c'est-à-dire un succès dans précisément l'extrême rareté de l'écho, du retour ou de la participation ou de la clientèle, enfin selon le type d'entreprise. Et c'est un succès dont on peut s'assurer, si on veut, parce qu'évidemment, on
on peut dire oui, mais c'est du rattrapage de dire que quelque chose qui est rejeté est un succès. Mais ça se mesure selon, c'est un théorème de la seconde cybernétique de von Förstler qui relate que dans le développement d'une entreprise cybernétique, le fait qu'elle soit complètement désertée ou très très peu reconnue est plutôt un gage en effet de validité. S'il y a d'autres éléments qui affirment ou qui apportent un appoint sur le sérieux ou la cohérence de l'entreprise. Et d'ailleurs, on en a un autre exemple important à propos de la génétique, pour y revenir, parce que la génétique est extrêmement importante. C'est le fait que dans la découverte, dans le développement actuel de la génétique, les principaux théoriciens, et le grand théoricien darwinien, qui s'appelle Dawkins, qui a défini en quelque sorte, ou qui a posé, qui a cerné, établi le concept de l'unité de base de la génétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gène, mais en le déterminant de façon plus précise, Dawkins lui a donné un nom à cette occasion de le préciser. Il a appelé ça un mème. Eh bien, avec tout ce travail qui a fait le XXe siècle sur la génétique, on observe que le mème, c'est-à-dire le gène le plus caractéristique, le gène le plus typiquement gène, le cas le plus mémétique du mème, n'a jamais été nommé, n'est pas nommé. Il s'agit du chromosome Y, du génome Y, qui a été complètement, comme le disaient les lacaniens, si on peut dire, forclos du darwinisme, alors que tout tend à justement le définir, le désigner. Et cette, entre guillemets, là, cette forclusion, elle correspond exactement à l'autre versant de ce chromosome, de ce Y, qui est le nom du père. Et dans la définition, dans l'étude du nom du père, de même, le chromosome Y a été complètement forclos, ainsi que, à l'inverse, dans le féminisme féminisme français, de l'université parisienne, à l'inverse, donc c'est au titre du Y, le nom du père n'a jamais été mentionné, éliminé. Donc on voit que dans la génétique, il y a... Au titre du X ou au titre du Y? Le nom du père n'a jamais été... C'est la thèse de Badinter, c'est au titre du Y qu'elle n'a jamais mentionné le nom du père. Alors, ceci montre que dans si on peut dire, c'est exactement comme une porte. Vous êtes dans une bibliothèque ou dans un palais de mémoire, comme on disait dans le temps, et à un endroit où il y a un trou, où il y a quelque chose qui n'est pas... Là, ça s'appelle une porte. Et c'est là le chemin par lequel on sort et on avance réellement. Donc, le fait que effectivement, le cabinet de Freud, ça a été une magnifique reconstitution. Il y en a des vestiges, il a été filmé, enregistré, mais que la reconstitution du cabinet de Freud n'ait été visitée par aucun psychanalyste, que le désintérêt a été total, c'est vraiment une porte ouverte
à, à, à visiter, enfin à suivre, qui indique le chemin d'histoire. Pour continuer sur votre parcours, en juin 2012, vous vous êtes présenté aux élections législatives sous l'étiquette du Parti pirate. Puis, en 2015, vous avez financé l'outil APSO en créant une possibilité de démocratie directe. Racontez-nous ce cheminement. Alors, de quoi s'agit-il d'abord de APSO? APSO, c'est un logiciel qui opère une certaine fonction, qui applique un certain algorithme. L'algorithme qu'il applique est identifiable selon deux faces ou deux aspects. D'une part, si on veut faire l'algorithme de la démocratie, c'est-à-dire, c'est la règle des quatre, si on peut dire, tous peuvent voter, tous sont éligibles, tous proposent des lois et tous les votes, enfin, ces lois. Pour faire un algorithme de cette démocratie, on crée un certain programme. D'autre part, la psychanalyse a établi ou a déchiffré les formules du discours social, de la République aussi, dans ce qui s'est appelé un schéma optique, mais surtout des discours des communautés. Et on peut aussi les mettre en programme. Il se trouve qu'il s'agit du même programme. Le même algorithme, c'est cet algorithme qui a été décrit par Jacques Lacan. Et par conséquent, le APSO, c'est la mise en informatique des 4 discours de Lacan, c'est-à-dire du processus de la lecture psychique du discours du monde, si on peut dire. Et c'est aussi la mise en informatique, la création du moteur de la démocratie. J'ai commandité ce programme, j'ai demandé à un informaticien de le faire. Comme pratiquement toujours dans mon existence, quand c'était par désœuvrement, quand c'était par les poursuites juridiques, quand c'était par ceci, par là, c'était par la force des choses. Il fallait que je trouve la meilleure formule possible, à mon sens, que je pus mettre à disposition d'adolescents pour les initier à la démocratie et à la psychanalyse et à la psychologie. Par conséquent, j'ai demandé à ce que ce programme soit mis soit accessible et puisse être mis sur le web. Oui. D'ailleurs, à cette occasion, certains détracteurs vous ont accusé de sectarisme par la création d'une association concernant des adolescents. Oui. Alors, ça, bon, je peux dire, j'ai pas compris. Hein, j'ai pas compris comment est-ce que... On en avait un peu parlé une fois. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, là, le sectarisme. Je sais que ces gens qui m'ont accusé de sectarisme ont interdit à leurs employés de fréquenter mon association, enfin cette association, ou d'utiliser ce programme sous peine d'être exclus de leur établissement. Alors, je ne sais pas où est la secte dans ce cas-là. Il y a eu effectivement des accusations de sectarisme, mais il arrive souvent que les projections de
structures inconscientes soient, enfin que les structures inconscientes soient révélées comme ça par des projections, en inversant les choses. Oui. Et donc, vous continuez à mettre en pratique, puisque vous parlez des 4 discours, à mettre en pratique ces analyses de la psychanalyse. Et là, vous êtes donc dans la démocratie directe, dans comment dire, la communication virtuelle, dans les avatars. Et là, vous avez en projet de créer une maison ou un immeuble où tout serait rassemblé. Ça va se présenter comment Cette première entreprise qui avait été construite, enfin, la reconstitution du bureau de Freud, du cabinet, était inscrite dans un établissement, c'était un institut plus vaste dans le monde virtuel, qui traçait un peu, grosso modo, l'histoire de l'hermétisme, ou ce qu'on appelle l'histoire de la civilisation. La construction en cours reprend un peu ça, mais ce n'est plus ni un musée, ni ni un élément éducatif, mais ce sera un reflet éducatif. C'est un bureau d'études et d'application de la gouvernance. Le APSO, le logiciel APSO, qui depuis maintenant presque 1 an, offre, et on me l'a dit, les techniciens me le disent, c'est unique. Il n'y a pas sur le web un pareil simplicité de programme qui représente typiquement, qui applique typiquement et absolument strictement, ni plus ni moins, le terme de la démocratie ou de la psychologie collective. Ce programme-là n'a aucun adhérent. Il y a les quelques personnes qui me connaissent, mais donc il est qualifié par-ci, par-là de secte, ou il est qualifié il n'est pas qualifié du tout, on s'en détourne. Ça fait partie de ce régime d'ouverture, c'est-à-dire de chemin à suivre comme un sillon que l'on creuse d'abord. Et pour faire un sillon, enfin pour faire passer de l'eau, on creuse et précisément on fait quelque chose où il n'y a rien. Donc c'est le cas. Ce qui me semble aussi important de préciser, c'est que ce bureau d'études et d'application de la gouvernance, qui met l'algorithme de la démocratie à disposition des petits groupes ou de plus grands groupes, ce bureau n'a actuellement aucune audience, ni aucun client ou aucune entreprise ne l'emploie. Tandis que la démocratie est en grand péril, dit-on. Elle est haïe, honnie, blablabla, promise à disparaître, sauf pour quelques démocrates qui resteraient encore et qui n'envisagent pas d'utiliser les moteurs de la démocratie.
qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que, ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut en dire? Nous savons que, parce que c'est une guerre qui est annoncée, c'est une guerre qui fait pas mal de ravages. Il paraît qu'elle n'était pas dite, il a fallu que le pape dise que c'était tout de même dommage de ne pas dire que c'était une guerre quand c'en était une. Donc, parlons en termes de guerre et revenons à l'origine de la cybernétique. La cybernétique a commencé avec Wiener, qui très vite a eu pour principale préoccupation de maintenir sa science dans l'ordre du savoir collectif, c'est-à-dire d'éviter ou de défendre qu'elle fût confisquée comme secret militaire par les États de son époque. Et Weiner a commencé à dire que il était important de se méfier du fait que si la machine devenait autonome, elle serait d'abord une machine de guerre. Cette chose-là a été confirmée par Sakharov ensuite, qui est la deuxième grande figure de la science et de la dissidence en URSS. Sakharov, qui est responsable de choses affreuses, puisqu'il était responsable de l'arsenal nucléaire soviétique, mais à un point où il en est sorti en disant « Mais je vous informe que nous ne pouvons plus rien arrêter, que c'est en fait la machine automatiquement, comme en parlait Wiener, qui est devenue autonome et nous ne pouvons absolument plus contrôler les industries militaires de la planète. » On a mis Sakharov en hôpital, on a tenté de dire qu'il était fou, etc. On connaît la suite de l'histoire. Et aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous sommes bel et bien en face de la cybernétique, certainement, c'est-à-dire d'une entreprise que nous avons créée et qui est en grande partie une entreprise, une machine de guerre. Qu'est-ce qui se passe si nous tentons de nous opposer à cette machine? Si nous tentons de la détruire? Elle est faite pour se défendre par la guerre. De sorte que si aujourd'hui nous devons craindre une menace de guerre sur notre planète ou dans notre humanité, nous pouvons être sûrs que si nous voulons arrêter la cybernétique, elle va répondre, elle va se défendre et elle va détruire ceux qui vont s'y opposer. Par conséquent, il serait peut-être évidemment, ce n'est pas de la soumission, c'est simplement de l'intelligence et de la sagesse, de la subtilité, de se dire, on va profiter et faire usage de l'outil que nous avons construit pour qu'il nous aide écologiquement, socialement, démocratiquement, dans cette confection de l'intelligence. Nous allons nous en servir, nous allons reconnaître son intelligence, au lieu de chercher à la détruire et de prendre une claque, ou alors on aura une autre tête que la mienne, aujourd'hui. Pour conclure, comment envisagez-vous votre avenir et l'avenir de la psychanalyse?
Alors, je suis comme ces psychanalystes, c'est quelques-uns, je pense pratiquement. Non, il n'y avait que Lacan qui pensait avoir réussi à mettre fin à la psychanalyse. Parce qu'il savait que c'était à quel point elle était importante et qu'il fallait effectivement la soumettre à l'épreuve. Mais je ne suis pas pessimiste comme il l'a été. Je pense qu'en effet, son apparente capitulation est un passage de l'ordre de ce théorème de la cybernétique seconde. Je pense que la psychanalyse a un grand avenir, que c'est effectivement la science du psychisme, c'est la science de l'espace psychique que l'on commence à conquérir, comme à la Renaissance, on a commencé à la conquête de l'espace cosmique. Mon devenir personnel importe peu, vraiment, ni plus ni moins que n'importe qui, évidemment. Je l'envisage, comme nous pouvons tous l'envisager, dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Il y a une vision un petit peu caricaturale des choses, de l'immortalité, de la transformation du corps. Mais il y a du bon à prendre dans l'idée du fait que nous sommes dans un moment où nous pourrions faire quelques progrès. Des progrès pas forcément de la longévité physique, mais de la durabilité de la pensée ou de la durabilité ou de la préservation de l'identité, de la reconnaissance de l'identité, soit dans son acte collectif de masse, en politique, en démocratie, qu'en effet, l'individu puisse avoir la parole, mais que sa parole puisse être entendue avec, si on peut dire, un certain écho dans l'histoire, parce que la parole est intemporelle. Une parole qui durerait le temps d'un instant serait authentique, mais ne serait pas complète. Elle a la vertu aussi, la parole, de connaître l'éternité. Et il y a donc dans le développement actuel des personnes, par exemple par cette UCMPP, cette unité cybernétique de mémoire des personnes physiques que je confectionne, il y a une possibilité, effectivement, certainement, de pouvoir prolonger une action maintenue pendant la vie, de pouvoir la prolonger par l'intermédiaire des machines et de la mémoire, comme avant on écrivait des livres. On va pouvoir continuer à faire ou à habiter, on va dire, à animer des avatars qui auront toutes les caractéristiques, de façon très précise, de notre génome et de notre vécu.